Donc nous recommencerons cet après-midi avec Roger François Gauthier. Vous êtes membre du Conseil supérieur des programmes, professeur associé aussi à l'Université Paris-Descartes, professeur sur la question des politiques éducatives comparées, parce que je pense qu'une des choses qui vous caractérise, c'est que vous êtes à l'opposé d'une vision franco-française, et qu'au contraire, vous avez beaucoup, et vous observez beaucoup d'autres systèmes éducatifs sur le plan international, et que cette observation internationale, voilà, vous permet à la fois de mieux comprendre et de mieux faire des propositions sur la question du système éducatif français. La question de la fragmentation des savoirs est une question qui vous préoccupe tout particulièrement. Et vous avez écrit un livre qui est en soi, j'allais dire, tout un programme, ce que l'école devrait enseigner pour une révolution de la politique scolaire en France. Voilà, alors suite aux conférences de ce matin, voilà, qui nous ont posé un petit peu le cadre dans lequel nous réfléchissons, là maintenant avec vous, nous rentrons un petit peu dans le côté plus concret, effectivement, de cette réflexion sur la transmission des savoirs, puisque donc, je le rappelle, vous êtes membre du Conseil supérieur des programmes. Je vous laisse la parole. Non, je pense que ça va marcher. Alors, je vous rappelle aussi à vous qui êtes dans la salle que, comme tout à l'heure, nous aurons un temps pour les questions. Donc, voilà, si au cours de la conférence, vous pouvez vous noter un petit peu les choses, s'il y a des questions ou des demandes de précision qui vous viennent au fil de la conférence. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi parce que ce matin, nous avons entendu des propos tout à fait passionnants. Et je crois que la question que j'ai accepté qu'on se pose ensemble, à savoir, oui, mais tout ça, dans une institution scolaire, comment ça peut se conjuguer? Qu'est-ce que ça peut donner? Alors, je dois dire que pour compléter, et d'une façon qui peut être intéressante en une minute d'introduction, les propos de Madame Pons, je voudrais dire que, quand même, si je suis là aujourd'hui à m'être intéressé à ces questions, c'est quand même parce que, étant dans l'institution académique et ministérielle française pendant des années, ça m'a toujours semblé étonnant de voir cette institution, normalement chargée de la diffusion de la connaissance dans le pays, où les questions de la connaissance, celles qui étaient posées ce matin, finalement émergeaient assez peu et étaient assez peu posées. Ça a été en permanence pour moi une frustration de voir que finalement, les fonctionnements administratifs prenaient le pas sur des questions plus fondamentales qui souvent passaient au second plan. Deuxième petit point en introduction, Madame Pons rappelait que j'essaye effectivement, chaque fois que c'est possible, d'élargir ma curiosité à d'autres pays. Vous voyez, et ce matin, il a été question du vrai, il a été question du bon. J'ai entendu ces mots à plusieurs moments. J'étais il y a 10 jours à un colloque, qui n'est pas l'équivalent de celui-là, mais 500 enseignants et chefs d'établissement italiens à Bologne, plutôt des gens de bonne volonté, etc. C'est très intéressant de voir que le mot sur lequel ils se sont arrêtés et sur lequel ils réfléchissaient, s'il s'agissait de remonter à des principes ou à des choses d'en haut, eh ben, il y en avait un autre que je ne sais pas comment prononcer en France, mais tout ça, ça montre aussi qu'il faut relativiser les choses. C'était le beau. Voilà, je vous le livre comme ça. Ça mène à relativiser et en même temps à vouloir élargir chaque fois ce type de débat. Alors, je crois, pour commencer, qu'un séminaire comme le nôtre, aujourd'hui, il n'aurait pas eu lieu, qu'il s'agisse de l'enseignement catholique ou de l'enseignement public ordinaire, si je peux dire, il n'aurait pas eu lieu sous cette forme il y a 10 ans. Et donc ça, je crois que ça mérite déjà l'attention. Il semblerait que, dans l'institution française, mais elle n'est pas la seule dans ce cas, ces questions frappent à la porte, ont envie un petit peu d'émerger. Je vais essayer de dire ce qu'il en est de manière un peu plus précise, mais je crois que c'est assez vrai de constater ça de tous les côtés. Alors, pourquoi ces questions ne les a-t-on pas posées au fil des décennies? Je ne vais pas traiter cette question. J'ai quelques éléments de réponse, ça mènerait à faire de l'histoire, mais je ne vais pas du tout traiter ça. En revanche, ce que je vais essayer plus modestement d'amener devant vous, c'est
En quoi ces questions émergent-elles aujourd'hui? Comment l'institution, à ce stade, les prend, ne les prend pas, etc. Et de voir que finalement, on est tous ensemble, je crois, au début d'un long chemin, parce que ces questions telles qu'elles étaient, moi, entre parenthèses, d'ailleurs, je me suis demandé ce que je pouvais vous apporter, telles qu'elles étaient ce matin synthétisées par le secrétaire général. Ces questions-là, on est tous au début de ce chemin et on a pour des années, je crois, à l'arpenter. Alors, je fais partie, et c'est finalement ce qui justifie ma présence ici aujourd'hui, d'une petite institution qui a été créée par la loi de 2013 qui s'appelle le Conseil supérieur des programmes. Nous avons un peu plus d'1 an d'existence, sauf si tout à l'heure il y a des questions, mais je ne veux pas m'étendre sur cette structure en tant que telle, mais vous dire que, bon, effectivement, le législateur a considéré à un moment, et ça va tout à fait dans le sens de nos débats d'aujourd'hui, que ces questions, quand même, elles étaient un peu trop importantes, un peu trop ignorées, pour être laissées à l'administration administrante traditionnelle. Qu'il fallait peut-être qu'il y ait, c'était une formule de ce matin, un espace non médiatisé de retrait, un espace non médiatisé de retrait, où des gens puissent, avec quelques reculs, quelques sagesse peut-être, réfléchir à ces questions. C'est pas facile d'être non médiatisé, c'est pas facile d'être en retrait, donc je sais pas. Enfin, l'intention était quand même un petit peu là. Alors, le législateur nous a mis au travail, puis le pouvoir exécutif, duquel nous sommes censés être indépendants. La loi le dit. On pourrait en parler. C'est pas facile d'être indépendant en France, mais ça vaut la peine de chercher à l'être. Et je crois en partie d'y arriver. Le législateur nous a mis au travail sur cette question qui a été abordée ce matin et qui l'est dans le titre, sur laquelle je ne vais pas m'arrêter longtemps, mais j'en ai quand même besoin pour avancer mon propos. On nous a mis au travail, le législateur nous a dit, bon, cette histoire du socle commun, loi de 2005, décret de 2006, ça ne marche pas. La population ne s'en est pas emparée, les professeurs ne s'en sont pas emparés, l'appareil éducatif s'en est très inégalement emparé. Ça ne marche pas, et donc le législateur a chargé ce conseil de faire une proposition sur cette question de socle commun. Alors, comment en est-on venu à parler d'une question pareille? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Comment, dans une éducation nationale qui ne soulevait pas la question des contenus traditionnellement, c'était vraiment de ce qui était considéré comme acquis, oui, on enseigne le théorème de Pythagore, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse sinon enseigner le théorème de Pythagore? Bon. Qu'est-ce qui a fait que ces questions ont émergé? Je crois qu'il faut être clair, elles ont émergé dans un contexte délicat, autour du rapport Tello sur l'éducation, autour de la loi de 2005, loi Fillon, sur une question autour de l'échec scolaire massif d'élèves dans notre pays. Je dirais que s'il n'y avait pas eu cette alerte tellement forte, tellement sonore et tellement persistante là-dessus, on n'en serait peut-être pas où on est aujourd'hui de commencer à poser ces questions. Vous connaissez le thème d'une école qui se retrouve terriblement injuste, qui ne tient pas ses promesses, et qui fait que finalement, on se rend compte qu'avoir créé le collège unique en 1975, eh bien, dans la mesure qu'on n'en a pas tiré des questions sur les savoirs à enseigner, tout ça, on a organisé quelque chose qui ne marche pas et qui ne rend pas les services qu'on en attendait. Donc, c'est vrai que une des origines du type de travail qu'on peut être amené à faire, et notamment le socle commun, a son origine dans cette interpellation-là. Une interpellation grave sur cette fabrique effarante d'échecs scolaires dont on peut se demander comment l'institution a pu se mettre dans une telle position là-dessus. Alors, sans doute ça a commencé comme ça, la question de l'équipement pour tous. Question, encore une fois, c'est le législateur qui posait ces questions. L'éducation nationale n'a jamais été capable de se les poser. Il a fallu quand même que des députés, de droite, de gauche, viennent à poser ces questions-là. Alors tout ça a été très travesti aussitôt. Vous vous souvenez des interprétations, le SMIC culturel, comme si en droit du travail, le SMIC n'avait pas rendu quelques services, etc. Vous connaissez tout ça. Puis après, on en est venu à se demander, mais quand même, une réflexion sur des savoirs indispensables, c'est peut-être pas une réflexion totalement déplacée. Et donc, petit à petit, au fil des années, le Conseil supérieur des programmes a repris ces questions, mais ces réflexions étaient en cours. Pourquoi ? Parce que jamais on n'avait pensé comme ça jusqu'ici.
Jamais on n'avait pensé en termes de savoirs indispensables, jamais on n'avait pensé en termes d'équipement, si je peux dire, d'équipement mental, depuis très longtemps. Il y avait eu de grandes constructions curriculaires dans le cadre français ou international, je sais pas, la Ratio Studiorum des Jésuites, on l'a tous en tête, mais il y avait très longtemps qu'on n'était plus sur des cadres comme ça. Parce que poser la question en termes d'équipement de la totalité des élèves, c'est poser des questions redoutables. L'enseignement tel qu'on le connaît, il est quand même constitué de disciplines sur lesquelles que je n'envisage pas du tout de jeter à la trappe, mais le propos doit être complexe, de disciplines qui s'étaient, au fil des décennies, sédimentées, déposées, en un certain cas sclérosées, et qui finalement, on attendait d'elles et de cette juxtaposition que tout ça, ça forme l'équipement d'un élève. Bon, l'ennui, c'est qu'il n'y avait pas de... tout ça n'allait pas de soi. Tout ça n'allait pas de soi. Donc la question qui nous est posée, c'est de prendre dans l'autre sens. Comment veut-on équiper l'élève et du coup, quelles conséquences en tire-t-on? Quelle contribution demande-t-on aux différentes disciplines et au-delà? Alors, il y a eu une autre question qui nous a été posée par le législateur. C'était aussi signalé ce matin. Dire, mais attendez, ce mot, alors un mot complexe, je ne vais pas me lancer dans un exposé là-dessus, ce mot de culture et de culture commune qui figure dans la loi de 2013, qui ne figurait pas dans celle de 2005. Alors là aussi, ce sont des questions tout à fait difficiles et passionnantes, de se demander, au bout du compte, est-ce qu'on est là pour fabriquer un élève performant par rapport à tel ou tel galop d'essai, c'est pour reprendre ce qui était mentionné ce matin, ou est-ce qu'on est à se préoccuper de choses, d'un rapport au monde, d'un rapport de chacun au monde, qui a son intimité, y compris son intimité. Bon, et à un moment donné, la culture, c'est une affaire personnelle, la mienne n'est pas celle de chacun d'entre vous ici. Et comment l'école peut-elle se préoccuper là-dessus? Donc ça veut dire que, en cherchant une culture commune, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas seulement de se préoccuper d'une communauté des chances, il s'agit de se préoccuper aussi d'une communauté de vie. Qu'est-ce qu'on veut avoir à partager? Dans le paquet cadeau, si vous me permettez cette expression un peu triviale, il y avait d'autres mots délicats, difficiles, sur lesquels des guerres idéologiques sont souvent prêtes à germer. Le mot de compétence, par exemple. Dieu sait si tout ça a été mal présenté, mal amené par l'institution elle-même au fil des années. On a laissé toutes les équivoques possibles. Et moi, j'ai vu plusieurs fois des salles de professeurs dans des collèges où le mot de compétence, celui qui le prononçait, il mettait le feu à l'édifice, quoi. Bon. Et tout ça est insupportable, parce que, mais encore une fois, je comprends tout à fait la difficulté des collègues enseignants. L'institution a fait comme si ça allait de soi. Ben non, le mot de compétence, c'est un mot qui existe, y compris dans d'autres cadres, le monde de l'entreprise en particulier. Et si on ne prend pas un certain nombre de précautions, vous voyez tout de suite ce qui peut se passer. Alors, là aussi, cette idée, elle est à reprendre, en amenant cette question de compétence et en amenant cette notion de culture comme étant finalement ce qui est au-dessus de connaissances et compétences. Ma culture, elle est quelque chose qui justement a cette vision englobante. On n'est plus seulement tourné vers des savoirs contemplatifs ou contemplateurs d'idées, ceux que souvent nous proposent les disciplines traditionnelles, mais on va vers la nécessité de se frotter à la complexité du monde, en sachant que le monde, il n'est pas disciplinaire, par définition. Donc ce mot de compétence, oui, on l'a toujours, et il s'agit toujours de creuser cette direction-là. Enfin, j'en disais un petit mot tout à l'heure autour de la notion de culture commune, mais ce mot de culture, il est quand même tout à fait intéressant, puisqu'il oblige à penser à quelques savoirs personnels, à quelques savoirs cohérents. Ma culture, si elle est totalement incohérente, tout simplement, je ne peux pas vivre avec. Donc, il y a vraiment là une demande de cohérence au cœur des savoirs, c'est-à-dire d'un rapport instruit au monde, et une façon de traiter le monde, qui est ce que la culture acquise dans le cadre de l'école pourrait m'aider à négocier. Voilà. Tout ça, si vous voulez, ce sont des questions qui nous étaient posées. Alors, pour vous faire entrer un petit peu dans le vif du travail et pas rester sur des propos peut-être un petit peu généraux, je dirais les choses suivantes. Alors, cette instance, je n'ai pas eu le temps de vous le dire, elle émane du législateur, elle est
Une partie des gens parmi nous sont des politiques, c'est-à-dire des gens nommés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et dans les différents partis politiques. Donc c'est tout à fait intéressant. Nous sommes 18 et parmi nous, il y en a 8 qui sont des politiques. Tout à fait intéressant, cette chose-là. Et après, alors, pour charger de quoi ? Certainement pas chargé de fabriquer la totalité des programmes. Pas 18 personnes qui se prétendraient. Enfin, quel ridicule serait-on si on allait dans quelques prétentions à l'omniscience. Mais au contraire, l'institution nous demandait, nous dit voilà, vous avez 3 compétences. Et ça, c'était du nouveau. Et on vous demande d'essayer de mailler ces 3 choses, de faire une tresse. Ces 3 compétences, c'est ce qu'on appelle en France traditionnellement les programmes. OK. Mais le législateur, sans doute dûment alerté par des gens qui avaient à dire cela, a dit, mais attendez, les meilleurs programmes d'enseignement, si en même temps on ne conjugue pas l'évaluation des élèves, on fait n'importe quoi. Parce qu'on peut très bien détricoter par l'évaluation ce qu'on essaye de tricoter par les enseignements. Donc déjà, cette exigence de conjuguer ensemble, construire ensemble ces 2 choses. Je crois que là-dessus, on tient à peu près le cap. On y est à peu près arrivé. Je dirais malgré l'autorité politique, parce que le législateur dit ça, OK, le législateur, il vote la loi. Puis après, on se retrouve face à un ministère qui ne travaille pas comme ça d'habitude, et à qui le fait de travailler comme ça pose d'infinis problèmes. Je le sais, j'en ai fait partie. Donc régulièrement, on nous demande de faire 2 pas en arrière, c'est clair. Et on répond que non, on n'est pas là pour ça, on est là pour faire plutôt 3 pas en avant. Bon. Là-dessus, je dirais que je suis plutôt optimiste, même s'il y a des négociations âpres, difficiles. Il y a eu la semaine dernière pendant 2 jours. C'est intéressant de voir ça. S'il y a discussion, c'est qu'on perçoit qu'il y a matière à discuter, et que c'est pas l'institution qui s'autoproduit, c'est autre chose. Bon. La troisième valence, ça je dois dire que parce qu'on n'a pas eu le temps, qu'on n'est pas nombreux et que la commande institutionnelle a été très forte, jusqu'ici, puis pour X motifs que vous comprendrez bien, on s'en est pas saisi, c'est la valence formation des maîtres. Parce que c'est un paysage très complexe, avec des tas de gens, etc. Donc, nous avons très souvent, à l'occasion de nos travaux, noté en bas de page, tiens, formation initiale et continue des maîtres, c'est indispensable, mais je vous dis franchement, on s'en est pas saisi. Alors, ce conseil, dans l'ambition qui est la sienne aussi, c'est tout simplement les sujets dont nous parlons aujourd'hui, qui jusqu'ici, je vous le disais, étaient peu abordés par l'institution, si ce n'est vraiment en bout de chaîne, quand on en avait besoin. On réunissait une commission ad hoc pour ficeler les programmes d'histoire en classe de 5e. Bon, mais alors prendre le temps d'aller voir s'ils étaient cohérents avec ceux de l'école maternelle ou pas de l'école élémentaire, pardon, ou du lycée. Il y avait quand même un manque de cohérence globale. Donc tout ça c'est très bien. Mais l'idée de fond, c'est pour ça que votre et notre colloque d'aujourd'hui m'intéresse beaucoup, c'est quand même ces questions, que ça ne soit pas une question de 18 experts ou 18 spécialistes, mais que ça soit une question des citoyens. Parce que les questions dont on débat depuis ce matin, quel est le Français qui n'est pas intéressé par les réponses qui peuvent leur être apportées par l'école. Donc notre ambition, c'est vrai, elle est aussi une réponse une ambition de construction d'un débat avec tous les acteurs possibles sur ces questions que je vais essayer rapidement d'évoquer. Alors, des difficultés, oui, infiniment de difficultés sur notre route. J'en citerai 3. J'en citerai 3 pour vous faire, 3 entre 10, mais pour vous faire un petit peu toucher le travail au quotidien. Bon, d'abord, les difficultés qu'éprouve un conseil comme celui-ci, quand il faut qu'il passe à la production de projets, remet au pouvoir exécutif, devant le flou des finalités de l'école et des savoirs scolaires. C'est-à-dire que notre problème dès le début, ça a été quand même un problème de dire mais qu'est-ce qu'il y a écrit en haut de la page ? Je crois qu'on a, de façon temporaire, tout ça n'est pas définitif, mais pas si mal avancé, puisque vous pourrez lire, il est en ligne, ce texte, qui est un petit peu le texte des textes pour nous, le seul que nous n'avons pas soumis au pouvoir exécutif, mais que nous avons pris, parce que le législateur nous le demandait. C'est une charte des programmes et de l'évaluation des élèves. Et que là-dedans, vous verrez que nous allons assez loin dans une espèce de pensée principielle, je dirais, sur l'école, en n'hésitant pas à... Alors vous savez, c'est des mots qui ne sont pas faciles à utiliser, parce que ça fait sourire, mais nous n'hésitons pas à avoir mis là-dedans la question du rapport à la vérité, en sachant que c'est une question complexe, qu'il y a plusieurs types de... Bon, la question du rapport à la complexité du monde,
Autant de questions que ce matin on a frôlé ou abordé. La question des savoirs inclusifs, ou plutôt de savoirs qui sont au contraire par eux-mêmes exclusifs, des sortes de chibolettes sociaux qui font que, etc. Bon. Également, une question qui était abordée ce matin, nous avons dit que pour nous ne travaillerions pas sur un autre attendu que celui de traiter ensemble éducation et instruction. C'est-à-dire que la vieille dichotomie française qui a derrière beaucoup de lettres de noblesse, nous avons considéré que on ne pouvait plus avancer de cette façon, que finalement, autour de la liberté de penser, qui serait peut-être ce qu'on vise, ce qu'on mettrait en haut de la page, autour de la liberté de penser, on réconciliait des questions posées autour de l'éducation, où naturellement l'école n'est pas la seule actrice, faut-il le répéter, des questions, les savoirs ne peuvent plus être des choses éternellement déconnectées de la question de ce que je dois faire, voilà. Donc tout ça, c'est pas facile, ça a été une difficulté qu'on a eue. À titre temporaire, on est sur cet état de la charte dont je vous parlais. J'espère que dans les années à venir, on aura à aller plus loin. Une autre difficulté, bien entendu, face à tous les conservatismes ambiants sur les questions dont on parle. Conservatisme, alors il y en a qui sont des conservatismes intéressés, mais encore tout le monde est sincère dans l'affaire des lobbyistes de discipline qui viennent dire « touche pas à mon quart d'heure de... » Bon, imaginez que ça va très loin, le lobbying. Mais au-delà, je crois que il faut se dire que ces lobbies représentent pas seulement le culte d'un intérêt par un petit groupe, mais aussi souvent une sincérité. Ça vaut la peine d'être approché. Mais au-delà, je dirais, des lobbyistes corporatistes, moi, ce que j'ai trouvé, ce matin, on parlait de réconcilier Platon et Aristote. Alors, un peu plus d'Aristote, s'il vous plaît, parce que en discutant avec les mandants, les représentants des disciplines, pas des disciplines scientifiques de l'université, mais des disciplines enseignées dans l'enseignement scolaire, moi j'ai plein de platoniciens en face de moi. C'est-à-dire des gens qui viennent me parler d'une idée d'un programme d'histoire, par exemple, ou de maths, tout ce que vous voulez, mais qui existerait dans quelques ciels définitifs. Et qu'est-ce que c'est qu'écrire un programme? C'est avoir un miroir avec une focale suffisamment précise pour pouvoir projeter ça sur une feuille, et ça donne le programme d'histoire. Bon. Alors des platoniciens, on en a beaucoup. Et je crois que là aussi, c'est pas une surprise. Qui les a fabriqués? Sinon l'État, par la formation des maîtres et par l'isolement des différents corps d'enseignants. Bon, d'accord. Mais je crois quand même qu'il faut qu'on se demande aussi comment sortir de cette référence de cette révérence à des disciplines immortelles. Troisième point de difficulté, je vous ai dit trois entre beaucoup d'autres. Justement, c'est que si on se dit, alors ça nous est demandé de ne pas seulement nous préoccuper de contenu, si vous voulez, mais de regarder aussi du côté de l'évaluation des élèves. Je crois que là, les difficultés redoublent. Parce que dans ce domaine, les conservatismes sont absolument acharnés, parfois même... on va jusqu'à des refus de voir certaines réalités. Parce que tout de même, sans entrer dans un exposé sur cette question, que je pourrais prendre par bien des biais, je vous dois dire deux choses, par exemple. Entre la fonction de formation d'élèves, instruction, éducation, et la fonction d'évaluation, qui est dans la plupart des systèmes une des fonctions de l'éducation nationale. Bon, dans les systèmes... je crois que dans... fonctionnement de l'éducation dans l'Antiquité, il n'y avait pas de diplôme. Bon, on en est loin. Aujourd'hui, on a donc à conjuguer ensemble formation et évaluation. Or, dans les deux domaines, très souvent, l'équilibre est rompu. L'équilibre est rompu et on sait très bien que dans un grand nombre de cas, l'évaluation, le contrôle au quotidien sur les élèves, les galops dont parlait Madame Fleury ce matin, toute cette pression sur la performance qu'on veut mesurer, le fait que l'évaluation formative, finalement, on la voit plus. Tout est sommatif, comme disent les gamins, ça compte. Oui, ça compte. Voilà. Donc, il est certain que des choses comme ça, je ne veux pas m'embarquer dans des comparaisons internationales, mais
ça m'attriste un peu qu'on en ait le privilège ici. Autre question sur l'évaluation qui vous montrera que c'est difficile. Hein. Je ne suis pas en train de vous parler de notes ou d'affaires comme ça. Ça, à mon avis, c'est une sous-question. Mais en revanche, je parlerai volontiers d'une réalité dont, dans l'enseignement scolaire aussi bien que dans l'enseignement supérieur, j'ai appris à considérer que c'était une réalité française, une spécificité française dont je suis nettement moins fort, dont je suis nettement moins fier que celle du Roquefort ou du vin de Bourgogne, si vous voulez. C'est le calcul obsessionnel de la moyenne. Nos examens sont des examens qui sont au plan du respect des savoirs totalement choquants, parce que nos examens sont tous des examens où on compense une carence en maths par des compétences spécifiques en anglais ou en ce que vous voulez. Hein. Bon. Alors vous me direz, mais il est fou celui-là, peut-être d'ailleurs, mais de quoi? Ben non, écoutez, je suis désolé, et un peu d'imagination. Traversons la Manche, regardons l'équivalent du brevet des collèges en Angleterre, qui s'appelle le General Certificate of Secondary Education. Ça n'existe pas. On ne peut pas poser une question, on ne peut pas demander à un Anglais, est-ce que tu as le General Certificate? Ça ne veut rien dire. Il a des certificats, et l'important est le S final, hein, et il n'irait pas, les Anglais pourtant, mais les Anglais n'ont jamais eu notre perversion d'aller imaginer qu'on puisse compenser ces choses-là. Dans l'enseignement supérieur, c'est pareil, nos licences et nos masters pêchent par cette affaire-là, et je l'ai dit il y a quelques années sans être tellement écouté, d'ailleurs c'est des questions un peu tabous, mais je crois que tout ça c'est très grave, parce que quand on évalue un élève en référence à cette moyenne générale, il finit par ne plus travailler que pour ça, hein, d'accord? Et quand on travaille pour la moyenne, on est au mieux moyen, et en tout cas, la question des savoirs, elle est mise de côté. Voilà, quelques difficultés, vous voyez, comme ça que je vous suggérais, que je vous rapportais de notre travail. Alors maintenant, plutôt que des difficultés, j'aimerais vous dire un petit peu quelques mots des enjeux, non pas des difficultés, mais des questions posées. En vous priant de m'excuser, on ne s'était pas concerté, si en bien des cas, elle recoupe hein, les questions et les enjeux que le secrétaire général citait ce matin. Alors, j'en ai listé 8 ou 9, si vous voulez, hein, puis après 2-3 petits mots de conclusion. Alors, question posée, par exemple, ce thème de la transmission intergénérationnelle. Quand on discute, vous savez, sur l'école avec chez son coiffeur, mon coiffeur ne parlera pas de transmission intergénérationnelle, mais il me dira un truc comme ça. Ben, l'école, ça sert d'abord à transmettre. Hein, ça fait partie des choses qu'on entend. Oui, certainement, bonne question, mais question, pas une réponse. Parce qu'on sait bien que l'histoire de l'éducation a été une histoire aussi de l'oubli. Hein. Je ne prends pas tout de la génération antérieure. Il y a des choix à faire là-dessus, et ce thème de l'oubli qui venait ce matin. À ne pas traiter la question de l'oubli, la traiter de manière, je dirais, vraiment raisonnable et en faisant un lieu de débat, si vous voulez, on arrive à des choses tout à fait choquantes, hein, tout à fait choquantes. Par exemple, je ne suis pas du tout certain, quand je dis je ne suis pas du tout certain, vous voyez à quel genre de figure de style je fais appel, que dans la dernière partie du XXe siècle, on ait traité de façon intelligente la question, par exemple, de la place des langues de l'Antiquité dans les cursus des élèves. Hein, bon voilà, ces choses ont disparu, mais ça n'a jamais ému personne. Bon, également, alors quantité de questions comme cela où l'on se dit que oui, le problème de la transmission intergénérationnelle est important, mais c'est un inventaire hein, de l'héritage qu'il faut faire, un inventaire de l'héritage que chaque génération doit faire, qu'elle le fasse dans la clarté, dans la transparence. Je dirais que là-dessus, la confrontation d'aujourd'hui, qui est la nôtre, hein, avec ce qui se passe dans d'autres pays, y compris des cultures radicalement différentes de la nôtre, nous invite à ça. Hein, j'ai contribué à animer des travaux l'année dernière sur l'Asie en éducation, qu'en sait-on ? Je vous assure que quand on tombe sur les questions posées sur ces problèmes de transmission dans les traditions confucéennes, ça nous renvoie à des questions de plus en plus délicates. Donc je crois que cette question, elle est importante. Deuxième question, c'est assez bateau, mais c'est important aussi, beaucoup l'oublient. La question du choix parmi l'immensité des savoirs. Dans les savoirs scientifiques, c'est quelque chose d'absolument ahurissant, le développement quantitatif des savoirs disponibles qui font qu'en bout de chaîne, la tâche de sélection, mais tout ça, elle est de plus en plus difficile. Hein. Je recevais hier des représentants internationaux des universités en sciences. Et c'était absolument flagrant que cette question était très difficile.
face au savoir, il n'y a pas seulement l'abondance, il y a aussi la fragmentation des savoirs. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, les savoirs savants à l'université sont de plus en plus fragmentés. On a vraiment la science sans conscience à portée de notre main. Et donc, il faut bien, à un moment donné, on pose le problème de la conscience face à tout ça. Et ça, je crois que c'est une question difficile que nous avons aussi. J'ai mis aussi dans le même ensemble la question de savoir pour apprendre ou savoir pour comprendre aussi. C'est une question très délicate. Je ne vais pas m'absentir là-dessus, ça me prendrait trop de temps. Mais là aussi, on est peut-être allé très loin dans le « on doit d'abord comprendre ». Alors que comprendre et apprendre, c'est des choses qui doivent marcher de pair. Et si d'ailleurs la fréquentation des Asiatiques peuvent nous le rappeler, c'est pas mal. Une autre question que nous avons à aborder, qui venait aussi ce matin, quel choix, qui venait dans le film, les savoirs imposés ou une partie de choix, ou des choix. C'est quelque chose, je crois, de tout à fait difficile à traiter cette question. Là aussi, d'autres pays, y compris proches, je ne dis pas que c'est bien, j'ai aucune fascination pour ce qui se passe n'importe où. Mais en revanche, c'est intéressant de comparer. Bon, vous savez très bien que le modèle anglais est fait depuis longtemps sur des choix. Un gamin qui passe les brevets du collège, si je peux dire, puisque je vous disais d'ailleurs que c'était un pluriel, il doit choisir entre 3 et 5 enseignements pris sur une liste de 80. Bon. Alors évidemment, ça peut entraîner des caricatures de formation, des gamins qui, comme nous, quand on est, quand on est dans certains selfs où on vous dit vous pouvez choisir ce que vous voulez, bon, j'en connais qui prennent 3 desserts. Alors là, effectivement, ça donne pas un ensemble équilibré. Mais c'est des choses intéressantes, parce que les lycéens anglais ayant fait ce choix, je vous rappelle quand même que la tristesse chez nous, c'est qu'il y a tous les ans des gens qui se trouvent dans des filières de baccalauréat, notamment professionnelles, des filières d'enseignement professionnel, où ils n'ont pas voulu aller. Des gens qui font des études contre leur gré. Ça se trouve où ? Ça se trouve en France. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tout ça, ça mène à poser les questions d'orientation, tout ce qu'on veut. Alors, j'en reviens à mes Anglais un instant. Les Anglais, ils ont l'idée que, bon, attendez, les disciplines sur lesquelles le lycéen va se spécialiser, il fera sans doute pas carrière là-dessus. Vous voyez, c'est intéressant. En revanche, il va être, sur ces 3 ou 4 ou 5 disciplines, amené à plonger, à aller plus profond. Donc ça oppose 2 modèles. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est bien, un qui est mal. C'est important de savoir qu'il y en a 2. Un modèle à tradition encyclopédiste, le nôtre, avantage, inconvénient, à un modèle qui, les Anglais disent, deeper rather than broader. Plus profond plutôt que large. Bon, voilà. En tout cas, il y a dessous du choix. J'écoutais les lycéens ce matin parler et je vois que cette question du choix, elle était importante. Je disais, en France, on en a peur, qu'un élève puisse choisir son orientation, puisse choisir ses disciplines. Mon Dieu, quelle horreur. Bon, vous savez que dans la loi de 2013, on a dit qu'il pouvait y avoir le dernier mot aux parents, mais on en a tellement peur qu'on a mis ça sur un stade expérimental, en mettant aussitôt dessus un décret au cas où on irait trop loin. Voilà, il faudra prendre certaines libertés dans ce domaine. Alors, dans les problèmes aussi qui sont les nôtres, c'est bien parce que j'ai en même temps l'œil sur la montre et que je vous mettrai des problèmes jusqu'au moment où on sera à l'heure de me taire. Bon, très certainement des questions importantes parce que là aussi, des gens qu'il faut écouter. La question des fondamentaux. C'est-à-dire d'un minimum de savoir opérationnel ou de savoir-faire opérationnel qui serait absolument indispensable, qui serait la chose totalement à sacraliser. Ça s'oppose à quoi, ça ? Ça s'oppose, comme vous le savez bien, à avoir, y compris pour les enfants dès le plus jeune âge, une conception beaucoup plus culturelle et beaucoup plus ouverte des choses. Alors, c'est sûr qu'il y a parmi nos compatriotes des gens qui sont prêts à vous dire « Bon, l'école, qu'est-ce que tu te poses comme problème ? Lire, écrire, compter. » Attendez, pourquoi ? Parler, c'est secondaire ? Vivre avec autrui, ça n'a aucun intérêt. Bon, voilà. Alors, cette question des fondamentaux, je ne veux pas la détailler là. Souvent, d'ailleurs, on vous dit, on vous renvoie au dieu Jules Ferry, qui a dit exactement le contraire. Bon, mais si vous voulez, ça fait partie aussi des difficultés qu'on a, tout ça. Alors, une autre difficulté, bien entendu, je l'évoquais à peine tout à l'heure, des savoirs pour la compétition ou des savoirs pour le partage. C'est une question qui n'est pas facile, celle-là. Qui n'est pas facile.
et qui se pose dans à peu près tous les pays, ce qui est ou rassurant ou inquiétant, je ne sais pas, mais en tout cas qui nous mène à des choix, incontestablement, se demander si au moins l'école, pendant la scolarité obligatoire, ne devrait pas protéger nos élèves d'une partie du jeu compétitif social. Bien entendu, il y a bien un moment où on y arrive. Il ne s'agit pas d'avoir une mentalité de bisounours et de considérer que l'école doit éternellement... Non, mais non, l'école, elle est aussi faite pour qu'en bout du compte, les postes et les places d'une société inégalitaire soient pourvus. Elle est là pour ça, l'école aussi. Mais quand même, je pense qu'on peut, jusqu'à un certain âge au moins, vous le savez, des pays qui ne sont pas parmi les moindres d'ailleurs, réussissent à protéger les élèves de certains stress compétitifs jusqu'à peu près cet âge de la fin de scolarité obligatoire. Vous savez aussi qu'il y a un certain nombre de pays qui sont allés très loin dans la compétition et qui se rendent compte. Alors Singapour, évidemment, un État-cité un peu spécifique. Mais Singapour, c'est très étonnant. L'éducation étant un facteur important du signe de reconnaissance et des politiques singapouriennes depuis la création de l'État, et se rendant compte qu'en ayant voulu faire une école hyper compétitive, certes, on y était arrivé, mais qu'en revanche, il y a des problèmes de délitement ou de non-construction d'un lien social avec des populations souvent d'origine étrangère. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'être étranger à Singapour? Tout le monde est étranger. Bon, qui sont tout à fait important. Et aujourd'hui, j'avais un Singapourien dans mon atelier au colloque que j'ai mis en place avec d'autres il y a quelques mois, dont les actes sortiront le mois prochain. Il disait, attention, on est allé trop loin dans ce domaine. Donc, vous voyez, c'est pas une question sotte, c'est pas une question franco-française que de poser ces questions-là. Alors, autre question aussi, délicate. La culture nationale. Qu'est-ce que c'est? C'est important, bien évidemment, c'est une communauté tout à fait fondamentale, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, on est amené à ne pas se limiter à cela et à mettre la culture nationale en écho avec des cultures soit moins larges, soit plus larges, qui sont souvent des cultures qui apparaissent peut-être en un certain nombre de cas plus restreintes dans leur ambition que la culture nationale qu'on a l'habitude, mais cette diversité-là, l'école française, comme toutes les écoles que je vois dans la plupart des pays, doivent compter avec, et je crois qu'on n'a pas fini d'imaginer des choses dans ce domaine. Bien entendu, alors je passe là-dessus parce que tout le monde l'a en tête quand comme ça m'arrive, je rencontre des gens sur cette question des savoirs, il y a toujours quelqu'un qui dit « Mais mon pauvre monsieur, vous n'avez rien compris, à l'heure d'Internet, la question des savoirs scolaires, elle ne se pose plus, c'est une question d'arrière-garde, c'est une question préhistorique. » Alors bon, je ne le pense pas, mais en revanche, la question mérite d'être posée. Bien évidemment, l'explosion numérique, le contexte de diffusion des savoirs, pour moi, ne fait perdre aucune légitimité à l'école, mais lui en donne une nouvelle, renforcée et totalement indispensable. Parce que plus je suis confronté à une diversité de savoirs, plus il est important que j'ai quelque part un repère qui m'aide à faire mon chemin dans tout ça, qui m'aide à repérer, à classer, qui m'aide aussi dans tous ces savoirs disponibles à savoir ceux qui devront constituer mon équipement. Il y a des choses qui doivent avoir plus ou moins de proximité et de proximité durable par rapport à moi-même. Autre question intéressante, c'était dit aussi ce matin, nos élèves, moins que jamais, sont des bouteilles vides que l'école aurait à remplir. Ils auront quantité de savoir acquis en dehors de l'école, dans différents cas. Je dis savoir là dans le cadre avec le sens le plus large du mot. Les sociologues m'autorisent à utiliser ce mot dans ce sens. Donc des savoirs extrêmement divers. Qu'est-ce que doit faire l'école par rapport à ça? Fermer la porte? Je ne crois pas. Si on ferme la porte, on crée au cœur des savoirs des élèves des schizophrénies insupportables. On sait très bien qui s'en sortira. En revanche, l'école, elle a à dire, attendez, il y a des savoirs que l'école estime pour vous, et elle peut s'expliquer là-dessus, particulièrement indispensables, particulièrement recommandables, etc. Mais les autres savoirs en question, c'est important que l'école vous aide à les poser quelque part. Vous aide à constituer le schéma d'ensemble. Dans ces savoirs-là, ces savoirs au sens large, j'inclus, non pas naturellement, c'est un naturel, j'inclus les savoirs religieux, je ne dis pas le fait religieux, les savoirs religieux et les questions de croyance. Je crois que là, vraiment, le rendez-vous est à ne pas manquer pour que ces questions soient des questions qu'on puisse aborder normalement dans l'école de la République.
Je ne sais plus à combien j'en suis dans mon développement, mais en tout cas, pour clore mon propos, je voudrais dire 3 points en conclusion, hein, pour pas que vous vous imaginiez que nous n'y pensions pas. Tout ça implique de repenser le rôle de l'État, sûrement le rôle de l'État. Et après tout, que l'État ait créé le petit conseil dont je fais partie, qui balbutie, qui démarre sur tout ça, etc., je crois que c'est signifiant. Ça veut dire que l'État a considéré qu'il ne tenait pas toutes les ficelles là-dessus. Et que s'il voulait bien agir, il fallait qu'il laisse des espaces déjà au niveau central, des espaces de liberté, des espaces où d'autres souffles puissent se manifester. Ça, je crois que c'est un point important qui ne doit pas, à mon avis, passer inaperçu. L'État, on en a besoin. On en a besoin pour définir le commun, je crois. C'est tout le débat sur la démocratie. On en a besoin aussi pour organiser le cadre du débat. Mais après, c'est un peu tout quand même. Hein, mais sauf que ces 2 premières fonctions, elles sont capitales. Là, je rêve un peu quand même. Hein. L'institution est loin d'estimer qu'elle a un rôle aussi modeste. Mais en tout cas, c'est une direction de ce type qui est prise, me semble-t-il. 2e point de conclusion. Bien évidemment, tout cela, je vous ai dit que c'était une des valences à laquelle nous nous sommes peu consacrés jusqu'ici, par manque de temps, par manque de... Bon, tout cela ne se conçoit pas sans une révision complète, hein, de ce qu'est un enseignant, de sa formation et de la façon dont il se perçoit. Hein. Il est certain que l'enseignant exécutant local de programmes nationaux, ça doit être une page qu'on tourne, ça. Hein. On doit arriver à un enseignant dans un cadre national, bien entendu, d'un curriculum national comme celui du socle commun qui est en train d'être voté aujourd'hui au Conseil supérieur de l'éducation, et bien que dans ce cadre-là, la liberté, je dirais pas individuelle, je la verrais plutôt au niveau de l'établissement, hein, cette liberté soit quelque chose en expansion, comme je le vois dans beaucoup de pays où il y a certes un curriculum national aussi exigeant que le curriculum français, mais où on dit qu'en fonction de quantité de choses, de l'environnement culturel local, des élèves et de leurs projets, des goûts des professeurs aussi, hein, eh bien, on peut donner de la marge dans tout ça. À un professeur, je disais tout à l'heure, en bavardant, à un professeur tchèque qui m'expliquait tout ça sur l'enseignement de la langue tchèque dans le lycée de Prague où j'étais, et à qui devant qui je craignais à haute voix que tout ça lui fasse un travail absolument démesuré. Il ne me comprenait pas, et j'ai bien aimé l'expression qu'il avait pour me répondre, en disant, mais monsieur, vous avez compris que c'est la prunelle de nos yeux, ce programme tel qu'on le définit localement dans le cadre du curriculum tchèque. Donc là-dessus, effectivement, il faut considérer que nos professeurs, par exemple par rapport aux disciplines dont je parlais tout à l'heure, il faut arriver en formation initiale à leur donner tous les signaux qu'une discipline, c'est un artefact. C'est pas dans le ciel des idées. Et que si l'artefact ne rend pas tous les services, eh ben on le change. D'accord ? C'est pas du tout l'opposition, et je leur en veux pas. Hein. J'ai été professeur d'enseignement secondaire à un moment donné, je me souviens très bien de tout ça. Donc ça, je crois qu'il faut vraiment aller loin là-dessus. Hein, le travail philosophique, on voit bien d'ailleurs que c'est d'un travail philosophique qu'on a besoin autour de tout ça. Le tout dernier point, je l'ai déjà abordé il y a un tout petit instant, mais j'insiste là-dessus, et c'est aussi délicat en France tout ça, c'est l'articulation non pas seulement entre un ministère et puis des gens qui entreprennent de réfléchir librement à tout ça, mais entre une administration centrale ou des administrations rectorales, hein, et les espaces de liberté. Hein. Ça, je crois que là aussi, jusqu'ici dans le cadre français, on a vraiment du mal à faire des propositions dans ce sens. Dans l'enseignement catholique, il y a quand même souvent des marges de manœuvre qui sont utilisées de façon tout à fait intéressante. Dans l'enseignement public, c'est plus rare. La question sur l'autonomie des établissements, sur la marge de manœuvre curriculaire ou pas des équipes, est une question, comme vous le savez, qui est aussi taboue. Et quand on l'aborde, elle est aussi au centre de beaucoup de querelles. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour vous expliquer très rapidement
qu'il y a peut-être quand même un petit bout de truc intéressant en tant que citoyen français sur une nouvelle façon de travailler sur ces choses. Maintenant que le travail, il est devant nous, à la fois avec une conscience aiguë de difficultés qu'on rencontre au quotidien sous ses pas, et puis d'enjeux qui sont très importants, qui font que finalement, mener un ministère à considérer qu'il aurait intérêt, que le roi aurait intérêt un peu plus philosophe, c'est une question qui n'est pas d'hier, mais je crois qu'elle mérite d'être posée. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je suis sûre que cette réflexion et que cette expérience suscitent des questions. Je vais laisser la parole à la salle. Peut-être le temps que vous prépariez vos questions. Je pense qu'il y a des micros qui sont là. Vous me permettrez de poser éventuellement une petite question de journaliste par rapport à l'actualité, à la lumière de cette réflexion que vous avez, à la lumière de vos convictions, à la lumière de cette vision internationale que vous avez. Quel regard vous portez sur l'annonce de la réforme du collège hier ? Oui, écoutez, je vous dirais franchement que je n'ai pas eu le temps de travailler de manière attentive dessus. J'y vois plutôt deux choses. J'y vois plutôt la possibilité de mettre en œuvre le socle commun avec des marges de liberté que je vois apparaître. Maintenant, j'ai aussi ce qu'il faut l'expérience m'a rendu prudent vis-à-vis des décisions de l'institution. Après, il faut voir dans les choses. Mais voilà, mais j'irai pas plus loin parce que honnêtement, j'ai pas eu le temps de travailler beaucoup là-dessus. D'accord. J'insisterai, pardon, un tout petit point je crois que si nous voulons bien travailler dans l'instance où je suis, nous avons intérêt à pas trop nous mêler non plus des questions administratives. Parce que là, on le reprocherait, je serais le premier à le reprocher, de se mêler des questions. Vous voyez ce que je veux dire ? Et après tout, le législateur nous a dit, préoccupez-vous des contenus et de l'évaluation des élèves. On est bon, d'accord, ok. Mais du coup, c'est vrai que la question des horaires, des disciplines, ou des non, je ne la veux pas parce qu'elle brouillerait les pistes, et c'est pas la peine qu'on refasse ce que l'administration sait très bien faire. D'accord. Il y a une question là. Bonjour, Jacques Bouvet, je travaille à la direction de l'enseignement catholique de Lyon. Merci pour vos propos. Il y a 2 ans, il y a un livre sans concession sur le système scolaire qui s'appelait « La fabrique de la défiance », écrit par 3 économistes, où ils mettaient en avant justement le mot de défiance dans l'organisation du système scolaire français. Je n'ai pas encore entendu le mot de confiance depuis ce matin. Vous avez parlé de l'évaluation des élèves, mais je me questionne sur l'évaluation des enseignants pour faire évoluer le système. Est-ce que dans la réflexion du CSE, il y a aussi cette idée-là de faire évoluer l'évaluation des enseignants, sans vouloir faire le parallèle avec le système finlandais? Je crois savoir qu'une des premières choses qu'a fait le système finlandais pour évoluer, c'est de faire sauter le corps des inspecteurs. Or, pour être au contact du terrain au quotidien, je vois bien comment les inspecteurs plombent le système et empêchent les enseignants d'évoluer dans leur pratique parce qu'il y a plein de choses qu'ils voudraient faire, mais il y a l'inspecteur qui va arriver et qui, lui, va me noter. Est-ce qu'il y a une réflexion autour de la confiance faite aux enseignants ? Alors, les inspecteurs français ont dit que le système finlandais arrivait à être un des meilleurs du monde, malgré l'absence d'inspecteurs. C'est dire ce qui serait si bon. Alors, plus sérieusement, la question de la défiance, elle est importante. Même sur la question centrale dont nous parlions, à savoir les contenus d'enseignement, c'est bien d'une confiance avec nos concitoyens qu'il faudrait arriver à faire. Mais cette confiance, elle n'est pas facile, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes parent, ce qui nous arrive à nos heures, amusez-vous à poser des questions aux professeurs de vos enfants sur ce qui est enseigné. La porte se ferme, c'est pas la confiance. C'est, attends, ça, tu nous laisses nous débrouiller, bon, etc. Donc oui, cette confiance-là, je crois qu'elle est très importante et que c'est bien à terme quelque chose qu'il faudrait faire. Alors, sur les questions d'évaluation des enseignants, là, je sors de mon cadre. Je sors de mon cadre, puisqu'on m'a pas demandé, on n'a pas demandé au Conseil des programmes de revoir. Mais quand même, c'est intéressant que je vous dise en 2 mots un élément autour de ce que vous dites. La France est, comme vous le savez, ce qui ne veut pas dire que c'est mal, est le seul pays d'Europe où les enseignants sont évalués comme le sont les nôtres. En gros, la visite d'un inspecteur 1 fois tous les 4 ans, qui passe 1 heure dans une classe pour faire du contrôle de conformité, qui ignore tout des résultats des élèves, qui ignore tout, etc. Vous connaissez la musique. Bon. Alors, face à ça, ce qu'il faudrait faire, d'autant plus si on laissait la marge de liberté que j'évoquais tout à l'heure, c'est ce qui se fait dans la plupart des pays d'Europe. C'est-à-dire se dire que, en revanche, si on laisse de l'autonomie, il est évident qu'il faut qu'il y ait de l'évaluation. L'un ne peut pas se construire sans l'autre, sinon alors où on va ?
Et alors, dans la plupart des pays d'Europe, le pays leader là-dessus, vous le savez peut-être, est l'Écosse, hein, qui a construit ça depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Hein. Alors, je ne veux pas rentrer là dans les détails, même si je connais assez bien ce qui se passe dans tout ça. Mais c'est intéressant de voir, la plupart des pays d'Europe se sont mis derrière l'Écosse, en essayant de faire aussi bien. C'est-à-dire, comment faire pour construire une auto-évaluation, mais vraie, hein, pas du bidon, comme on sait le faire aussi, au niveau de l'établissement. Hein. Quelles sont les questions légitimes de se poser, etc. Et l'inspection en Écosse existe toujours, mais son rôle se borne à voir si l'auto-évaluation que les établissements font est sincère ou pas. Quand il y a des doutes, on voit vraiment que c'est des gens qui ont raconté des histoires, à ce moment-là, l'inspection va faire le boulot qu'elle faisait traditionnellement. Donc ça, c'est intéressant. Aux antipodes de ce que fait l'Ofsted en Angleterre, hein, Écosse-Angleterre, c'est pas le seul sujet sur lequel ils sont aux antipodes, mais voilà, je crois que ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Alors, j'ai vu au fil des années, hein, la France s'intéresser à ça. Il y a même une organisation internationale, les inspections, etc. J'ai vu la France s'intéresser. J'ai fait ce qu'il fallait d'ailleurs pour demander à des collègues européens de venir expliquer. Et tout le monde dit « Ah oui, qu'est-ce que c'est intéressant ?» Alors je dois dire, ça va loin. Hein. Le rapport sur l'établissement, il est public. Les parents y ont droit. Hein. Enfin, vous voyez, c'est un autre monde là encore. Hein. Plusieurs fois, j'ai cru qu'en France, on allait verser. Hein. On allait dire « Arrêtons les inspections d'enseignants ». C'était même dans la lettre de mission de Sarkozy à son Premier ministre. Vous voudrez bien construire une évaluation en profondeur de l'établissement. J'ai dit, ça y est, c'est bon. Là, Sarkozy, première période, c'était un peu musclé. Bon, je me dis, là c'est bon, on y arrive. Malgré ça, rien ne s'est passé. Alors, je vous laisse à réfléchir aux blocages qui sont dessous. Merci. D'autres questions ? Vous nous avez mis en appétit plusieurs fois sur des exemples internationaux. Est-ce que vous pourriez nous donner 2 ou 3 autres exemples de ce que vous avez vu à l'étranger dont on pourrait faire notre miel ici ? La question elle est à la fois intéressante et délicate parce qu'il n'y a jamais rien à faire notre miel, je comprends, je suis d'accord, mais il n'y a jamais rien à copier tel quel, hein, ça c'est sûr, parce que personne n'a trouvé la solution à tout, et puis parce que surtout l'éducation est d'abord une affaire contextuelle. Hein. Chez nous, la question éducative, elle se pose dans un cadre qui, au moins depuis l'école des Jésuites et puis l'école de la République, etc., a stratifié des choses dans nos cultures. Mais quand même, oui, souvent on découvre des choses tout à fait intéressantes, soit dans des fonctionnements des architectures, je vous le disais tout à l'heure, hein, autour par exemple de la manière dont sont évalués sans recours à la moyenne les élèves anglais, et au niveau de l'équivalent de leur baccalauréat, le A-level, c'est pareil. Mais il y a des choses intéressantes à voir dans des questions parfois beaucoup plus matérielles. Le baccalauréat en France, c'est un sujet peut-être qui intéresse certains d'entre vous, hein, 10, 12, 13 épreuves, hein, et puis on agite, et puis on voit si... bon. Et tous les ans, au mois de juillet, on se félicite parce que les journalistes, madame, hein, nous disent que c'est encore mieux que l'année dernière. Bon, au même moment, PISA nous dit, oui, mais ce que vous faites, c'est encore moins bien que l'année dernière. Donc, non mais, c'est quand même un sacré problème, ça. Tous les ans, le bac nous dit, c'est mieux, et PISA nous dit, c'est moins bien. C'est un sacré problème. Alors, le bac, oui, si on regarde cette affaire-là aujourd'hui, avec 12 épreuves, plus que ça, mais vous savez qu'on peut avoir le bac avec plus de 20, enfin, des choses comme ça. Bon. Et puis vous voyez des pays où on se demande plus simplement, au fond, un examen de fin de lycée. Hein. Qu'est-ce qui est approuvé ? Ben, c'est peut-être une espèce de maturité intellectuelle. Ça s'appelle la maturita, d'ailleurs, dans un certain nombre de pays. Ne serait-ce que chez nos voisins italiens. Ah oui, mais alors, est-ce que c'est simplement des mots ? Non, c'est pas simplement des mots. Je pourrais vous parler de l'examen de maturita assez longuement, mais je le fais sur un point. 4 épreuves, hein, c'est pas 12, 4 épreuves, c'est pas beaucoup. Dont une interdisciplinaire, d'ailleurs, la terza prova, qui est faite au niveau de l'établissement, là aussi. Hein, l'établissement ayant une part de responsabilité dans la fabrication d'une épreuve. Ça, si je dis ça en France, dans certains cénacles, je me fais fusiller. Hein, bon. Mais l'épreuve la plus intéressante, c'est une épreuve d'oral. Une épreuve d'oral où il y a là, devant le candidat, ses professeurs et d'autres professeurs. Et il est là pour présenter un petit travail qu'il a fait, une thésine, hein, disent les Italiens. Bon, un dossier travaillé un petit peu du type d'un TPE, si vous voulez, mais devant le jury complet. Et puis, les gens qui sont là pour le faire parler, voir s'il parle bien.
On est en Italie, mais c'est pas sans intérêt non plus. Hein. Les compétences. Oui, je me souviens, il y a quelques années, j'étais allé demander à la Confindustria, qui est le MEDEF italien, qu'est-ce que vous pensez de l'école italienne? Et je me souviens de la réponse d'un des responsables de la Confindustria, il m'a dit, écoutez, on peut faire des tas de reproches à l'école, mais au moins elle nous donne des gamins qui savent bien parler. Bon, voilà. Donc une espèce d'épreuve de grand oral, hein, à l'occasion du baccalauréat, pour le défendre, cet élève, hein, même lui dire, attends, dans ta copie là d'italien, tu as écrit ça, ah oui, non, mais j'ai eu tort parce que... Donc l'idée n'est pas de l'enfoncer, hein. L'idée est de prendre connaissance d'une espèce de globalité de l'élève. Voilà, c'est entre 100 des questions qui sont intéressantes. On pourrait aussi parler de la question du par cœur. Dieu sait si en France, le par cœur, depuis X décennies, il a quand même très, très mauvaise presse. Sait-on pourquoi, hein? Sait-on pourquoi on en est venu là? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans la mondialisation, qui n'a pas que de mauvais effets, il nous arrive d'être face à des systèmes et à des collègues pour qui le par cœur a un rôle important. En Chine, le par cœur a un rôle important. En Inde, le par cœur a un rôle important. Et donc d'essayer de discuter avec ces gens-là, avec des collègues, des chercheurs, de dire, bon alors le par cœur, écoutez, il faut que vous nous expliquiez, parce que est-ce que vous êtes des fourmis imbéciles en quelque sorte? Est-ce que c'est ça? Donc, bon, je plaisante en disant des choses comme ça, mais bon. Et c'est tout à fait intéressant de voir que là aussi, on a à découvrir des choses auxquelles on ne vient pas tout seul. Quand on entend des collègues asiatiques dire, mais attendez, le par cœur, ça suppose d'abord une relation extraordinaire de confiance entre l'élève et le maître qui lui a prescrit le par cœur. Ça veut dire, je vais accepter d'apprendre par cœur, ce qui n'est pas marrant, parce que j'ai confiance en toi. Hein. Et après, ça va nous laisser sur un relationnel pédagogique d'une nature différente. Croyez-moi, j'ai pris le temps de regarder ça assez à fond dans des classes et dans de certains de ces pays. Et je me dis que oui, ben voilà des choses auxquelles il faut qu'on réfléchisse aussi. Hein, là aussi, dans la question, y compris du socle, des ressources et de la construction de la compétence, etc., etc. Je pense que ça fait du bien de se frotter à l'étranger. Merci. Je crois qu'il y avait une question ici. Oui, non, je continue. Je reprends juste sur l'évaluation des établissements. Dans les établissements médico-sociaux, ça se fait, l'évaluation interne, et ça marche bien. Les établissements qui s'auto-évaluent eux-mêmes, et ça fonctionne bien. Donc en France, ça fonctionne bien. Il faudrait réussir à le transférer dans l'école. Voilà, juste sur ce que vous disiez sur les savoirs par cœur, pour avoir travaillé avec des élèves en grande difficulté, troubles du comportement, c'est très important de passer par le par cœur pour les construire, pour structurer leur pensée au-delà des savoirs qu'ils acquièrent. Je pense qu'il faut se poser ces questions. Oui. Ouais, et je pense que c'est important. Dernière remarque, on parlait des classements, est-ce qu'il y aurait possibilité d'arrêter de faire des classements d'établissements? En tout cas, moi, ce serait une proposition pour l'enseignement catholique de demander de sortir nos établissements des classements parce que ça fausse le jeu, parce que les familles viennent chercher ces classements-là et regardent ces classements-là, et certains de nos établissements jouent ce jeu-là et ça biaise complètement. Il existe d'autres types de classements que le classement à la performance, le nombre d'élèves qui ont leur bac avec mention, etc. Ça biaise le jeu de l'évolution de l'école, enfin, selon moi. Je sais bien que comme nous sommes tous ici des gens qui sommes intéressés au fonctionnement de l'école, aucune question nous est étrangère. Mais je me permettrai de vous faire remarquer que ce n'est pas dans les questions qui nous sont confiées. Cela dit, vous savez un petit peu l'histoire. Ces classements, l'institution se met à les produire en réponse à des classements ressentis comme insupportables, produits par la presse, qui étaient faits uniquement sur le taux de succès au baccalauréat. Et puis l'administration s'embarque dans des constructions que j'expliquais à des étudiants hier matin, parce que de temps en temps, il faut expliquer les choses avant de se mettre à exercer l'esprit critique. Bon, qui, comme vous le savez, sont quand même des choses assez alambiquées, des calculs de valeur ajoutée. Il faut quand même reprendre son souffle avant de voir un petit peu ce que c'est. Bon. Alors là, moi, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que l'éducation nationale de notre pays est lancée depuis si longtemps et dans une espèce d'assurance, hein, parce que les gens qui font ça, ils croient vraiment bien faire. Hein. Pourquoi est-ce qu'on est lancé dans, finalement, des constructions aussi assurées de production de données, d'indicateurs, etc., sur l'école? Ça renvoie à la question de l'évaluation des établissements. Hein. Un établissement écossais ne reçoit pas d'Édimbourg sa photo. C'est lui qui fait son portrait. Et après, des gens de Majesty's Inspectorate vont voir si la photo ressemble à peu près à l'original.
Et nous, le problème, mais ça, bon, je sors complètement de mon rôle en disant ça, mais en même temps, vous aviez qu'à me poser cette question, mais c'est sûr que c'est assez incroyable de voir comme aujourd'hui, les établissements scolaires... cette idée de recevoir leurs photos de Paris, ça les choque pas, quoi. C'est rentrer dans les routines. Aussi étonnant de voir que le discours de la performance, hein, pourtant, quand même, la façon dont il a été amené, on aurait pu penser que des milieux éducatifs qui n'étaient pas totalement naïfs, qui pouvaient quand même avoir une certaine résistance, ne l'ont pas eu. Hein. Ce thème de la performance, le discours de la performance, il a fait son chemin. Il a fait son chemin. Et aujourd'hui, quand je discute avec l'administration centrale, dans mon métier, je suis obligé de temps en temps de couper, de dire, attends, si vous employez un mot là, il est où dans la loi ? Et bon, voilà. Tout ça mérite d'être naturellement des débats compliqués à rouvrir. Quant à la non-existence de l'évaluation d'établissement, vous avez bien compris que c'est parce qu'un professeur lambda, je ne sais pas s'il en existe, hein, mais français, il n'est pas professeur du collège Intel, il est professeur de mathématiques. Il y a une question là-bas. Oui, Antoine Arjakovski, j'ai une question au sujet de ce que vous disiez tout à l'heure, au sujet du fait religieux, que vous étiez ouvert à une discussion sur l'enseignement du fait religieux. Après le rapport Debré, on a beaucoup parlé de ça en France, mais simplement on n'a pas créé de discipline à proprement parler. Donc la question c'est, est-ce que vous pensez qu'il faut une discipline, ou est-ce que s'il n'y a pas de discipline, comment finalement tenir ensemble deux choses qui me paraissent importantes? C'est d'une part le respect de la liberté de conscience de chacun en République, et d'autre part le fait que les traditions religieuses soient représentées de façon authentique et légitime. Voilà. Alors du coup se pose la question de la formation des enseignants. Comment ça doit se passer pour vous ? Non, une discipline de plus, je crois que vu les interpellations qu'on a au Conseil supérieur des programmes, on en fabriquerait bien une dizaine par semaine de disciplines nouvelles. Hein. Donc ça, je ne vous surprendrai pas en vous disant pitié, surtout pas. Bon, après, il faudra voir les choses. Alors l'enseignement du fait religieux, il a quand même un certain nombre de lettres de noblesse. Il y a quand même des gens depuis pas mal d'années qui ont... travailler là-dessus, je pense aux travaux de Dominique Borne ou autres. Bon, je crois que les professeurs d'histoire font déjà un certain nombre de choses dans ce domaine de manière très inégale. Mais tout à l'heure, c'est pas ce que j'avais dans l'idée. Le fait religieux, je ne suis pas spécialiste du sujet, le fait religieux, je pense qu'il peut très bien dispenser, faire en sorte qu'on parle du fait religieux sans qu'à aucun moment la question du croire puisse être abordée. Or, la croyance, c'est une attitude humaine qui est d'abord protégée dans la Constitution, hein, et une attitude humaine fondamentale. Et j'espère que dans les années qui viennent, on pourra parler pas seulement du fait religieux, hein, qui peut souvent avoir une réponse très, je dirais, de l'ordre des connaissances à accumuler sur telle ou telle religion, etc., mais à savoir que dans la formation d'une personne, la question du croire est posée, qu'elle ne se traite pas à l'école, mais l'école ne doit pas faire comme si cette question n'était pas une des questions anthropologiques majeures. Voilà, c'est tout. J'ai pas autre chose à dire là-dessus, mais il y aurait déjà du progrès, à mon avis, si c'était fait comme ça. Merci. Je crois que je vais vous libérer. Vous m'avez demandé de vous libérer à 15h10 parce que je crois que vous avez justement une réunion. Donc, écoutez, merci beaucoup. Et étant donné tous les enjeux que vous avez posés, toutes les difficultés, etc., nous vous souhaitons bon courage pour vos réunions au Conseil supérieur des programmes. Je ne vous cache pas que je regrette beaucoup, sincèrement, de ne pas pouvoir rester avec vous cet après-midi et aussi demain, parce que le menu est très alléchant. Et vous avez bien compris qu'on a tous besoin, hein, de ce genre d'échange et de creuser ce type de choses. Donc, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.